Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la troisième saison de Politique et Polémique. Alors aujourd'hui au programme on va parler de guerre et d'écologie, parce que Benjamin va nous parler de la récente COP26, tandis qu'Iliane va nous parler de la guerre du Tigré qui se déroule en Éthiopie depuis maintenant quelques mois. Alors c'est parti! Et donc, pour commencer, on se retrouve avec Benjamin. Bonjour Amir. Bonjour Benjamin. Alors, toi, aujourd'hui, tu as décidé de nous parler de la COP26. Exactement. Donc, tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette COP26? Donc, la COP, ou Conférence des parties, est une conférence mondiale sur le climat organisée chaque année sur un continent différent, où les pays de la Convention cadre des Nations Unies sur le climat se retrouvent pour échanger sur le changement climatique, que ce soit par exemple la France, les USA ou l'Inde, afin de décider d'actions concrètes pour mener à réduire le réchauffement climatique à l'échelle mondiale. De nombreux acteurs sont impliqués dans cette COP, par exemple des négociateurs, mais aussi les représentants de chaque État, et aussi des scientifiques, des chercheurs, des experts, etc. On a aussi des associations environnementales, comme par exemple Greenpeace. On se rappelle aussi notamment de la COP 21 en France, dans laquelle on parvenait à aboutir à cet accord historique qui est quand même l'accord de Paris, entre les 195 pays présents s'engageant à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et qui instaure que tous les 5 ans, donc, les États proposent un plan pour réduire l'émission de gaz à effet de serre. Et donc, cette COP26 qui se déroule du coup 5 ans après cette COP21, c'est le moment pour les États de réaffirmer leur engagement et d'améliorer leur politique environnementale. Mais alors concrètement, comment elle s'est déroulée? Comment elle s'est passée cette COP26? Alors la cérémonie d'ouverture de la 20e conférence des Nations Unies sur le climat a démarré le lundi 31 octobre à Glasgow jusqu'au vendredi 12 novembre. L'objectif du sommet, c'était quoi? C'était de négocier et s'engager plus concrètement afin de réduire donc, les émissions de gaz à effet de serre, surtout après les autres COP qui ont été jugées infructueuses, inefficaces. Donc effectivement, après ces autres COP, et alors que l'objectif du débat était les émissions de gaz à effet de serre, quels ont été les grands moments, quels ont été les éléments marquants et les débats marquants justement de cette COP26? Alors il y a eu différents débats et événements marquants. Tout d'abord, il est important de savoir que les représentants des États russes et chinois n'étaient pas présents lors de ce sommet, pourtant leaders de leur pays qui font partie du Conseil de sécurité de l'ONU, donc garant de la diplomatie mondiale. Mais on rappelle aussi que la Russie possède en fait la majorité de gaz naturel, le quatrième, et que la Chine est une puissance émergente, mais aussi la plus grande puissance qui consomme du CO2. Différentes manifestations ont aussi éclaté, que ce soit à Glasgow ou même à Paris. Souvent, c'était des groupes de jeunes, des jeunes écologistes qui étaient dans la rue pour faire entendre leur opinion. On a aussi le manque d'ambition qui a été relevé selon certains médias, des mesures appliquées par les dirigeants, par exemple de ce fameux pacte mondial de méthane qui visait à diminuer de 30% les émissions de méthane dans le monde, d'ici 2030 d'ailleurs. Or, la Chine et l'Inde, deux pays très pollueurs et surtout très consommateurs de méthane, ne l'ont toujours pas signé. Les tensions géopolitiques aussi se sont mêlées aux accords environnementaux. En effet, le président américain s'en est vivement pris aux deux grands leaders absents, donc Vladimir Poutine et Xi Jinping. En effet, il a parlé de la Chine, je le cite, comme si elle avait commis une grave erreur en ne venant pas en Écosse et que la Chine pouvait prétendre à quelconque leadership en tournant le dos à la crise climatique. Et ces mêmes paroles ont été bien sûr répétées au président russe. Bien sûr, les réponses ne sont pas fait tenir. Par exemple, la Russie qui clame vivement leur désaccord et la Chine qui parle de paroles creuses. Bref, la COP26, c'est bien une tentative de rendre espoir aux populations pour faire un front commun contre le réchauffement climatique qui mettra en danger nos enfants, mais aussi un événement critiqué tant sur les mesures qui ne seraient pas représentatives de l'urgence du climat, mais encore les tensions géopolitiques s'introduisent dans le débat, notamment lorsqu'il faut parler du financement des aides pour les pays plus vulnérables au climat. Merci beaucoup Benjamin. Je t'en prie. Pour ce récapitulatif très intéressant de cette COP26. COP26 qui se déroule plutôt à échelle globale, alors que maintenant, on va parler d'une échelle plus locale, étant donné qu'Iliane va lui nous faire un résumé de la guerre du Tigré se déroulant actuellement en Éthiopie. Donc maintenant, on accueille Iliane. Donc bonjour Iliane. Merci Amir de m'accueillir aujourd'hui sur ce plateau.
Donc de rien, merci à toi. Merci à toi parce qu'aujourd'hui tu nous présentes une chronique sur la guerre du Tigré, actuellement en Éthiopie. Donc je vais te laisser nous présenter quelle est cette guerre qui se déroule actuellement depuis quelques mois maintenant. Depuis le 4 novembre 2020, le Tigré est plongé dans un conflit opposant le gouvernement fédéral du Premier ministre Abiy Ahmed, élu prix Nobel de paix en 2019, et le Front de libération du peuple tigréen, conflit qui est d'ailleurs basé sur de vieilles tensions politiques. Le gouvernement fédéral a déclaré mardi 9 l'état d'urgence dans l'ensemble du pays et ordonné aux habitants d'Addis Abeba de se préparer à défendre leur quartier, alimentant les craintes d'une poussée des rebelles tigréens vers la capitale. L'instauration de cet état d'urgence pourrait aggraver encore une situation humanitaire et des droits de l'homme déjà très grave. Le pouvoir central et les autorités locales, aujourd'hui en fuite, se livrent à des batailles qui ont fait fuir près d'1 million de personnes de leur domicile dans une région qui compte environ 6 millions d'habitants. Donc tu nous as dit que ce conflit était notamment basé sur des vieilles tensions politiques, pourtant il nous semble plutôt récent, donc qu'en est-il réellement ? Alors, ce conflit ne date pas d'hier. La paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée aurait été scellée au détriment du Tigré. Rappelons que la Tigrée se trouve entre les deux pays. En effet, il faut alors remonter à la fin du XXe siècle, en 1991, alors que le dictateur Mengistu Haïl Mariam dirige l'Éthiopie d'une main de fer depuis presque 20 ans. Les forces rebelles menées par le Front de libération du peuple tigréen pénètrent dans Addis Abeba pour renverser le pouvoir. Dictateur qui sera jugé en 2006 pour le génocide de millions d'Éthiopiens et va réussir à échapper aux mains de la rébellion pour trouver refuge au Zimbabwe, où il vit encore actuellement. Par le biais de Meles Zenawi, homme fort du parti qui restera au pouvoir jusqu'en 2012, le Front tigréen marquera l'histoire politique nationale, notamment en menant la guerre contre l'Érythrée de 1998 à 2000, qui fera près de 80 000 morts. Donc tu nous expliques qu'il y a des très vieilles tensions entre les deux communautés, ou en tout cas entre les Tigréens et le reste de l'Éthiopie, entre les Tigréens et le pouvoir central. Mais est-ce que durant tout ce temps, il y a déjà eu des tentatives de paix, ou bien est-ce que ça n'a jamais été le cas ? Alors, il y a les accords d'Alger de 2000 qui auraient dû marquer un terme officiel au conflit, mais qui ne sont en réalité qu'illusoires. L'apaisement des tensions entre les deux pays ne serait pas réel. Sur le terrain, il n'y a eu aucune évolution contre l'Érythrée et l'Éthiopie, entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Lors de la guerre, l'Érythrée a reçu une leçon militaire sur le terrain et ne l'a toujours pas digérée. Revenons à l'instant présent, le 14 novembre. Les forces armées tigréennes ont revendiqué des tirs de roquettes visant les deux aéroports qui auraient fait au moins 2 morts et 15 blessés. Alors que le bilan s'alourdit chaque jour, sans pouvoir donner un nombre précis de victimes, la posture d'Abiy Ahmed reste martiale. Alors que le 13 novembre, le Premier ministre qualifiait le Front de libération du peuple de Tigré de force malicieuse, entourée de tous côtés en phase terminale de mort, avant de déclarer dans un récent communiqué « La justice triomphera », en tenant pour responsables ceux qui ont pillé et déstabilisé l'Éthiopie. Donc effectivement, il y a de vraies tensions entre les deux belligérants du conflit. Il y a une vraie haine, on peut dire. Mais ce qu'on peut se demander maintenant, c'est, et j'espère que tu pourras répondre à cette question, je pense, est-ce que ça reste à l'échelle locale ou bien, comme de nombreuses autres guerres, malheureusement, peut-on dire ces derniers temps, est-ce que ce conflit a tendance à s'internationaliser ? En bref, par les milliers de réfugiés qui quittent le pays chaque jour, principalement pour le Soudan, mais aussi par les récentes attaques ciblant les pays limitrophes, le conflit tente à s'étendre à une échelle régionale. La capitale érythréenne Asmara a accusé de prêter main forte à l'armée fédérale éthiopienne, a été la cible de tirs de roquettes par les autorités du Tigré, réveillant ces vieilles tensions entre les deux camps. Une escalade qui pourrait être susceptible de faire dégénérer le conflit. Quelle fin possible à ces combats qui gagnent en intensité et risquent de dégénérer à tout moment ? Une capitulation des forces armées tigréennes ? Ce conflit n'aura pas de vainqueur s'il continue sur cette voie. Merci Liane, merci donc de ta chronique, merci de nous avoir rappelé les faits de ces vieilles tensions. Merci aussi pour ta conclusion qui peut nous laisser entrevoir des questions et des réponses sur la suite de ce combat.
Merci beaucoup Yann. Bien, voilà. D'accord, donc pour conclure cette émission maintenant, en tout cas pour conclure la partie disons des chroniques, j'aimerais moi-même aborder une affaire récente, l'affaire Peng Shuai. Peng Shuai, c'est une tenniswoman chinoise qui a été portée disparue après avoir accusé l'ex-vice-président chinois Zhang Gaoli de viol. Cette disparition a évidemment rapidement inquiété un bon nombre de personnes, et ce malgré un soi-disant message de la championne relayé par la télévision d'État chinoise. Il faut dire que le message était probablement totalement factice. Puis plus tard, on a vu un message souhaitant un bon week-end à ses amis, message qui contenait notamment des photos d'elle dans son intérieur. Ce message a été diffusé le 19 novembre en soirée sur les réseaux sociaux chinois WeChat. Ce message a par la suite été repris sur Twitter par un ami. Cependant, ce message suscite de nombreux doutes sur son authenticité, ou bien même sur le fait qu'elle l'a fait, disons, de son plein gré. Car plus tard, le 21 décembre, dans un stade, pour la cérémonie d'ouverture de la finale d'un match de tennis entre adolescents, on a vu la joueuse apparaître, tandis que d'autres vidéos sont sorties, la présentant dînant avec son entraîneur et des amis dans un restaurant. Néanmoins, l'AFP ne confirme pas l'authenticité de ces vidéos. Le 21 novembre, le comité olympique a affirmé s'être entretenu avec la joueuse qui aurait demandé à ce que l'on respecte sa vie privée. Il est cependant à noter que cet entretien s'est fait du côté de Peng Shuai avec un homme décrit comme un ami, l'aidant à la traduction. Sauf que c'est un peu bizarre étant donné que la championne de tennis parle même plutôt bien anglais. On peut donc vraiment se demander si Peng Shuai est réellement libre et en sécurité. Cette affaire est donc à suivre et elle nous montre encore une fois les dérives de l'État autoritaire chinois qui semble donc se permettre de censurer, si l'on peut dire, ou en tout cas peut-être même de kidnapper certaines parties de sa population lorsqu'une personne dénonce des actes odieux, ici un viol d'un ancien haut placé chinois qui est toujours effectivement dans les hauts cercles du pouvoir. Avant de finir cette émission, j'aimerais que nous passions à l'interview de l'invité du mois, étant donné que ce mois-ci, on accueille Mathieu Wiederkehr, représentant de la CCPOM de Romba, qui va nous parler de son projet et de l'écologie. Merci d'avoir suivi cette partie et je vous laisse. On se retrouve donc avec Mathieu Wiederkehr. Alors Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tout d'abord, tu peux commencer par te présenter? Oui, alors moi c'est Mathieu Wiederkehr, je suis un ancien lycéen de Romba. Je suis maintenant étudiant à l'École nationale d'ingénieurs de Metz, donc à l'ENIM. Je fais partie d'une association à Metz qui s'appelle You for Climate Metz. Donc c'est une antenne, un groupe local qui est basé à Metz. Et je fais également partie du conseil citoyen de développement de la CCPOM, donc de Romba et alentour, avec Victor Noël, qui est un jeune engagé pour la biodiversité, qui habite Romba aussi. Et on a décidé de créer une page Facebook qui s'appelle l'Ecoteam CCPOM, donc qui est un groupe Facebook qui a pour objectif de rassembler toutes les personnes soucieuses de la transition écologique à l'échelle locale. Ok. Voilà. Donc, est-ce que tu pourrais un peu développer plus sur le groupe Facebook, le fonctionnement est-ce que c'est seulement toi et Victor qui en sont à l'origine et quel est votre but en réalité même? Oui, c'est ça. Alors, on l'a créé le 1er septembre 2021. Ça a été finalement le résultat de longues semaines et de longs mois de réflexion, d'analyse. On a rencontré des élus, on a participé à de nombreuses manifestations, on a fait des ciné-débats. On a fait vraiment beaucoup de choses sur le sujet de l'écologie. Et on s'est dit comment agir finalement, comment rendre en action concrète nos inquiétudes. Parce qu'à la base, le constat qu'on avait, c'était, d'après une étude récente, que plus de 75% des jeunes sont effrayés par l'avenir et environ 56% jugent même l'humanité condamnée. Donc on s'est dit comment transcrire toutes ces inquiétudes en action locale. Et c'est venu finalement coller au Conseil citoyen de développement de la CCPOM, qui vise à développer la communauté de communes, créer de nouvelles choses, de nouvelles infrastructures. Et donc ce qu'on voulait, c'est donner la parole à un maximum de gens pour qu'ils puissent donner leurs idées, qu'ils puissent débattre, partager des souhaits, également partager des idées, échanger sur tout ce qui touche à la transition écologique. Ok, donc concrètement, quelqu'un qui est dans ce groupe, il peut poster une de ses envies par rapport à la transition écologique, C'est ça. et avec pour but que ça soit écouté par la commune et que ces envies soient faites. Exactement, c'est ça. D'accord. En fait, le but, c'est de remonter d'un maximum de personnes
à nous et au groupe Facebook, puis ensuite de passer par le conseil citoyen de développement pour que ce soit appliqué réellement. Donc vraiment, le but, c'est de donner la parole aux gens, qui puissent s'expliquer, partager leurs idées. Et en particulier les jeunes, donc les collégiens et les lycéens. C'est quelque chose qui peut être soutenu, financé. Il y a déjà des organismes qui veulent participer à ce projet. Et donc ça peut vraiment déboucher à de vraies actions qui commencent d'ailleurs déjà. D'accord. Donc de ce côté-là, est-ce que vous avez déjà, actuellement, il y a combien de personnes qui sont sur ce groupe, qui sont intéressées, combien de collégiens, de lycéens qui sont déjà dessus, et où vous en êtes dans votre projet? Alors c'est un projet qui vient seulement de naître, donc on est environ on est 13 personnes pour le moment. Donc il n'y a aucun jeune pour le moment à part moi et Victor. Tout comme d'ailleurs au conseil de développement, on n'est que deux jeunes. Donc moi qui ai 20 ans et Victor qui a 16 ans. Donc on est conscient que les jeunes peuvent avoir plein d'idées, les jeunes sont créatifs, et puis c'est surtout eux qui sont inquiets, qui sont conscients. Donc vraiment les jeunes pourraient rejoindre ce groupe Facebook, notamment avec l'espace jeunes aussi. On peut créer un groupe permanent de jeunes qui se rassemblent dans les différentes villes de la CCPOM pour justement se rencontrer, faire des actions sur le terrain. Et pas seulement partager des choses sur Facebook, parce que ça n'a pas trop d'intérêt non plus. Voilà. Oui, donc vous avez pour but de faire un truc, de faire des actions vraiment sur le terrain. Est-ce qu'actuellement vous avez déjà des projets à ce niveau, ou est-ce que vous avez même déjà réalisé quelque chose? Alors il y a pas mal de choses qui ont déjà été réalisées. Moi par exemple, j'avais organisé 2 marches ramassage de déchets, donc des clean walk ou ramassage de mégots. Ça s'organise de plus en plus dans toute la France d'ailleurs. Il y a une antenne par exemple à Thionville. Et donc il y en a un peu partout en ce moment. Et donc il y en avait eu 2 à Romba. La première, on était 10 personnes à peu près, et la deuxième, une vingtaine. Et ça avait vraiment bien marché, puisqu'on avait récolté énormément de déchets, et ça avait fait beaucoup polémique justement dans la ville. Donc l'intérêt, voilà, c'est de faire des actions comme ça. Par exemple, ramassage de déchets. Après, il y a énormément d'autres actions que les jeunes peuvent avoir comme idée. Il y a par exemple... créer des ateliers de vie de quartier, des conseils de vie de quartier, planifier des projections débats de films, installer des jardins partagés dans les quartiers. Enfin, il y a toute une politique à mettre en place, une multitude d'idées en lien avec l'écologie qui sont possibles et qui finalement peuvent enfin être réalisées concrètement. Ok, donc vous êtes un groupe qui agit vraiment et qui s'adresse donc surtout aux jeunes. C'est ça. Donc de ce point de vue-là, est-ce que tu as quelque chose à dire aux jeunes qui nous regardent actuellement? Ce que je peux leur dire, c'est que l'écologie, c'est pas forcément une fatalité, même si beaucoup considèrent ça en 2021 comme une fatalité. On voit qu'il y a des choses qui sont possibles et que même les jeunes peuvent s'engager. Moi, je sais qu'en 3 mois, je vais pas dire que j'ai fait le tour de la France, mais pas loin. Et j'ai rencontré énormément de personnes et l'action, elle est possible grâce à ce qui se passe en ce moment. Et c'est le moment ou jamais de nous rejoindre, de rejoindre dans un premier temps la page Facebook. Et une multitude de choses seront possibles après, concrètement, enfin. Okay, donc là, on a surtout parlé de la page Facebook, on a surtout parlé de votre projet. Mais il y a d'autres projets qui se font au niveau de l'écologie. Tu disais un peu plus tôt que tu faisais partie de Young for Climate à Metz. Est-ce que tu pourrais peut-être un peu développer sur cette organisation? Oui, alors à Youth for Climate Metz, on est une trentaine de jeunes, donc c'est principalement des lycéens. Donc moi, je suis un peu l'étudiant du groupe. Et il y a pas mal de choses qui se font. Alors au mois de mai, il y avait eu des marches pour le climat. Donc c'est nous qui co-organisons les marches pour le climat de Metz, qui avaient réuni près de 1000 personnes au mois de mai. Et là, donc tous les premiers samedis du mois, il y a aussi une marche climat à Metz, qui réunit un peu moins de personnes, mais qui essaye de se dérouler de manière différente, pas forcément en déambulant dans les rues, mais plutôt de manière statique, avec des ateliers pour discuter entre personnes. Et il y a eu aussi, par exemple, devant la mairie de Metz, il y avait eu une consultation citoyenne. Donc pendant une semaine, on était devant la mairie de Metz et on a récolté toutes les idées que les gens pouvaient avoir. Et récemment, d'ailleurs, il y a eu les assises de Youth for Climate à Nantes. Donc là, on a pu rencontrer plein de gens, des gens de la Convention citoyenne pour le climat, par exemple. Et ça a permis de mettre en place notre stratégie. Donc il y a beaucoup de choses aussi qui se font à Metz. On va voir les élus. Voilà, il y a plein d'actions possibles sur Metz. Okay. Donc je vous invite forcément à nous rejoindre si vous allez sur Metz prochainement. Okay, du coup, Mathieu, je te remercie. Peut-être tu as un dernier mot à adresser à ceux qui nous regardent? N'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà. Ok, merci beaucoup.
Merci.